Et toi, Lex-Tolar, tu arrives à conclure cette affaire, je t'embauche, lança Rodrigo Mendes d'un ton moqueur, adossé à son fauteuil en cuir. Tiens, je te nommerai même directeur commercial. Mais si tu échoues, je veux que tu dégages et que tu ne remettes plus jamais les pieds dans une vraie salle de réunion. Le silence se fit dans la salle de conférence de Mendes & Associates, hormis les rires étouffés des cadres en costumes italiens. Diego Silva, 34 ans, se tenait au centre de ce palais de verre étincelant, entouré d'hommes qui le dévisageaient comme s'il était un parasite. 6 mois après sa sortie de prison, où il avait purgé 5 ans pour fraude financière, Diego avait envoyé 47 CV, 12 entretiens, aucun retour après vérification de ses antécédents. Cet entretien, dans le cadre d'un programme de réinsertion, était censé être différent. Au lieu de cela, il s'était transformé en une véritable exécution publique. « Le contrat est juste là », poursuivit Rodrigo en faisant glisser un épais dossier sur la table de conférence polie. « Il faut que cet accord avec Wang Industries soit conclu avant la fin de la journée. Sinon, on perd 50 millions. Mes 3 meilleurs négociateurs ont essayé pendant 2 semaines et ont échoué. Mais vous, avec votre casier judiciaire pour fraude électronique, vous allez réussir là où Harvard et Stanford ont échoué, n'est-ce pas ?» La salle éclata de rire, à peine contenu. Même l'assistante qui avait apporté le café ne put dissimuler son sourire compatissant. La mâchoire de Diego se crispa, mais son regard resta calme. Trop calme. C'était le genre de calme que seul un survivant d'une situation bien pire qu'une salle remplie de dirigeants suffisants peut avoir. Monsieur Liu Wei, le principal investisseur chinois et la raison même de cette négociation, était assis à l'autre bout de la table, observant tout en silence. Ses yeux étroits scrutaient chaque mouvement, chaque respiration dans la pièce. Il ne comprenait pas parfaitement le portugais, mais il maîtrisait à la perfection le langage universel du mépris. « Puis-je voir le contrat ?» Diego demanda d'une voix calme, perçant les moqueries. « Ah, maintenant il veut le voir !» Rodrigo se tourna vers ses cadres avec une incrédulité théâtrale. « Messieurs, nous avons un expert ici, diplômé de l'université de la prison, spécialisé en crimes financiers. Il a peut-être appris la négociation internationale entre 2 bagarres de cellules. » De nouveaux rires fusèrent. Diego garda son expression neutre. Mais une lueur passa dans ses yeux, indéfinissable pour tous. Ce n'était ni de la colère, ni de la honte. C'était quelque chose de bien plus dangereux. La sérénité absolue de celui qui avait déjà subi des humiliations infiniment pires et survécu pour les raconter. Alors qu'il attrapait le dossier, Diego revint en mémoire de ces 5 années passées entre murs de béton et barreaux d'acier. La prison fédérale à sécurité moyenne, où il avait passé 1825 jours, n'avait pas détruit son esprit comme elle avait brisé son corps durant ses premiers mois brutaux. Pendant que les autres détenus jouaient aux cartes ou se disputaient le territoire, Diego dévorait tous les livres de commerce, les manuels d'économie et les guides de droit des sociétés auxquels il pouvait accéder à la bibliothèque de la prison. 3 heures par jour, sans relâche, pendant 5 ans. Le crime qui l'avait conduit là, une condamnation pour fraude par voie électronique dans une transaction immobilière où il avait servi de bouc émissaire dans une escroquerie bien plus vaste que ce qui avait été prouvé. Mais cela n'avait plus d'importance. Personne ne veut entendre la version d'un détenu. « Combien de temps me reste-t-il » demanda Diego en parcourant rapidement le contrat de 200 pages rédigé en mandarin, en anglais et en portugais. « Tu as exactement le temps que je trouve divertissant de te regarder essayer, » répondit Rodrigo. « Mais puisque tu t'obstines à t'humilier, rendons les choses intéressantes. » Il se leva et s'approcha avec un sourire carnassier. « Voilà le marché ? Vous avez jusqu'à la fermeture des bureaux aujourd'hui, 6 heures, pour convaincre M. Liu et son équipe de signer ce contrat. Si vous y parvenez, en plus du poste et de la fonction de directeur, je vous verserai personnellement 200 000 $ de prime à la signature. » Un silence de mort s'installa. Même les cadres cessèrent de rire. Une telle somme était absurde pour une simple embauche.
Mais si vous échouez, poursuivit Rodrigo d'un ton plus cruel, vous signerez un document reconnaissant publiquement votre incompétence et vous engageant à ne plus jamais postuler dans une entreprise sérieuse. Vous retournerez à votre place, peut-être agent de sécurité sur un parking ou quelque chose du genre. Diego observa M. Liu, qui était désormais tout oui. L'investisseur chinois fronça légèrement les sourcils, comme si la situation le troublait profondément, mais il garda le silence. « J'accepte », dit simplement Diego en prenant le dossier. « Mais il me faudra une salle de réunion privée avec M. Liu et son équipe, sans interférence. »« Ah, voilà qu'il pose des conditions. » Rodrigo rit. « Très bien, ex-Tolar. Prends la salle de conférence numéro 3. J'ai 6 heures pour préparer ton discours d'adieu. » Tandis que Diego se dirigeait vers la porte, le dossier sous le bras, il entendait les chuchotements et les ricanements. 5 ans derrière les barreaux et il croit qu'il va conclure un contrat à 50 millions, murmura quelqu'un. Le pauvre, il doit même pas savoir lire un contrat correctement, ajouta un autre. Ce qu'ils ignoraient tous, ce que l'arrogant Rodrigo Mendes n'aurait jamais pu imaginer, c'est que pendant ces 5 années de prison, Diego Silva ne s'était pas contenté de lire sur les négociations internationales. Il avait étudié avec passion la culture d'entreprise chinoise, appris les rudiments du mandarin auprès d'un codétenu immigré et mémorisé toutes les techniques de négociation connues du monde des affaires. Et il y avait autre chose, quelque chose qui ne serait révélé que dans les prochaines heures, lorsque ce contrat soi-disant impossible commencerait à se dérouler d'une manière que personne dans cette élégante salle de réunion n'aurait pu prédire. Alors que la porte de la salle de conférence numéro 3 se refermait derrière Diego et la délégation chinoise, Rodrigo ouvrit une bouteille de scotch de grande qualité. « Ça va être divertissant », lança-t-il aux dirigeants. « Dans 6 heures, nous aurons la preuve irréfutable que les anciens criminels ne deviennent pas des hommes d'affaires. Peu importe le nombre de programmes sociaux qu'ils inventent. » Ce qu'il ne remarqua pas, c'était le regard que M. Liu lui lança en arrière avant que la porte ne se referme complètement. Ce n'était pas un regard de pitié pour le jeune ex-détenu. C'était tout autre chose. C'était du respect. Si vous avez déjà été jugé sur votre passé avant même d'avoir eu la chance de montrer qui vous êtes vraiment, alors vous savez que parfois, la douleur de l'humiliation devient le carburant le plus puissant qui soit. Abonnez-vous pour découvrir comment Diego allait transformer les 6 heures suivantes en le pire cauchemar de la vie de Rodrigo Mendes et comment un simple ex-détenu allait donner une leçon de gestion qu'aucune grande école ne pourrait jamais enseigner. La salle de conférence numéro 3 était plus petite, plus intime. Diego déposa l'épais contrat sur la table et regarda droit dans les yeux M. Liu Wei, assis avec ses 3 associés qui le fixaient d'un air indéchiffrable. « Monsieur Liu », commença Diego en anglais, puis marqua une pause. Il prit une inspiration et changea complètement de langue. Sa voix, d'un mandarin impeccable, s'adressait directement à l'investisseur. « Monsieur Liu, avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses. Vous n'auriez pas dû être contraint d'assister à un tel manque de respect. » La stupeur se lisait immédiatement sur le visage de M. Liu. Ses associés se penchèrent en avant, les yeux écarquillés. Pour la première fois depuis leur arrivée chez Mendes & Associates, la délégation chinoise semblait véritablement impliquée. M. Liu répondit en mandarin, son ton passant d'une froide formalité à une chaleur plus affirmée. Diego poursuivit la conversation avec aisance, abordant non pas le contrat, mais le respect culturel, l'honneur des affaires et la notion de face, une notion que Rodrigo Mendes avait publiquement bafouée dans cette salle de réunion. Pendant que cela se passait à huis clos, Rodrigo, dans la salle de conférence principale, avait déjà 3 verres de scotch dans le nez et divertissait ses cadres avec des plaisanteries de plus en plus cruelles sur l'avenir de Diego. « Je parie qu'il est là-dedans, en ce moment même, à essayer de se donner un air intelligent, » lança-t-il en riant et en desserrant sa cravate. « Il est probablement en train de lire le contrat à l'envers. » Les cadres rirent docilement, mais James Morrison, le directeur financier de l'entreprise, semblait mal à l'aise. « Rodrigo, on est peut-être un peu dur. » Le programme de réinsertion disait qu'il avait un diplôme d'économie. « D'avant qu'il ne devienne un criminel », le coupa sèchement Rodrigo.
Ce diplôme ne vaut plus rien maintenant. Un escroc reste un escroc. Il a passé 5 ans à apprendre à être un meilleur criminel, pas un homme d'affaires. N'empêche, insista James à voix basse, Monsieur Liu a semblé perturbé par la façon dont on l'a traité. Rodrigo fit un geste de la main pour dédaigner la remarque. Liu s'en remettra quand cet ex-tolard sortira les mains vides. Les Chinois respectent la force, pas les cas de charité. Je rends service à tout le monde en révélant cette ridicule illusion de réhabilitation. De retour dans la salle de conférence numéro 3, Diego avait ouvert le contrat à la page 47. Son doigt traçait une clause rédigée dans un chinois juridique dense. Il parlait avec précaution, pointant du doigt des caractères précis. Ce qu'il expliqua à monsieur lui fit passer la curiosité de l'investisseur à une expression bien plus grave. Monsieur Liu rapprocha le contrat et le lut attentivement. Il s'adressa rapidement à ses associés en mandarin, sa voix s'élevant légèrement. Diego observa, silencieux, laissant la révélation faire son chemin. Monsieur Liu leva les yeux vers Diego avec une expression mêlant choc et une sorte de gratitude. Il posa une question en mandarin. Diego hocha la tête, puis sortit son téléphone et ouvrit un document qu'il avait préparé durant sa dernière semaine en prison. Une analyse détaillée du droit international des contrats, et plus précisément de la réglementation chinoise en matière d'acquisition d'entreprises. Le document était en mandarin, parfaitement formaté, juridiquement précis. 5 ans plus tôt, Diego était un analyste commercial prometteur dans une société d'investissement de taille moyenne à Chicago. À 29 ans, fiancé à Sarah, il envisageait un avenir radieux et sans limite. Son supérieur, Marcus Webb, l'aborda alors pour ce qui semblait être une simple transaction immobilière. « Signez ici », dit Marcus. « Ce ne sont que des formalités administratives standards pour l'acquisition de la propriété à Henderson. » Diego signa. Il faisait confiance à Marcus. Ils travaillaient ensemble depuis 3 ans. 2 semaines plus tard, des agents fédéraux arrêtèrent Diego à son domicile à 6 heures du matin. L'opération à Henderson était une escroquerie utilisant une société écran pour blanchir de l'argent provenant de l'étranger. Les signatures sur les documents frauduleux étaient celles de Diego. Marcus avait disparu aux îles Caïmans avec 8 millions de dollars. L'avocat commis d'office de Diego était surchargé de travail et sous-payé. Le procureur disposait d'une pile de documents portant la signature de Diego. Le jury mit 4 heures à le déclarer coupable. Sarah le quitta avant le prononcé du verdict. Ses parents cessèrent de répondre à ses appels après que les médias l'eurent qualifié d'escroc. Peine minimale de 8 ans, 5 ans purgés pour bonne conduite. Pendant ces 1825 jours, Diego avait fait un choix. Il pouvait se laisser consumer par l'amertume, ou bien en ressortir plus fort que celui qui avait été assez naïf pour faire confiance à la mauvaise personne. Il choisit la seconde option. Chaque livre, chaque leçon de langue, avec son compagnon de cellule Chen, chaque nuit passée à étudier à la faible lumière de sa cellule. Tout cela le préparait à une seconde chance dont il n'était même pas sûr qu'elle se présenterait. La porte de la salle de conférence numéro 3 s'ouvrit. Diego sortit, le visage impassible. Derrière lui, M. Liu et ses associés rassemblaient leurs documents, discutant avec intensité en mandarin. Rodrigo se leva d'un bond, son scotch se renversant légèrement. « C'était rapide. Je suppose que même toi, tu as compris à quel point c'était ridicule, hein? Où est mon document à signer ?» Diego passa devant lui sans répondre, se dirigeant vers sa veste posée sur la chaise près de l'entrée. « Hé, je te parle, ex-tolard !» lança Rodrigo d'une voix plus forte. « Vous me devez des excuses pour avoir fait perdre leur temps à tout le monde avec votre petit fantasme de prisonnier, celui de vous prendre pour un vrai homme d'affaires. » Monsieur Liu sortit de la salle de conférence, le visage sévère. Il s'approcha de Rodrigo et lui parla dans un anglais fortement accentué. « Monsieur Mendes, nous devons parler. En privé. Immédiatement. » Le sourire confiant de Rodrigo s'estompa légèrement. « Bien sûr, monsieur Liu. Avez-vous apprécié notre petite expérience sociale? Je vous avais dit que les programmes de réhabilitation, c'est juste. »« En privé, » répéta monsieur Liu, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Dans votre bureau. Immédiatement. »
L'investisseur chinois se dirigea vers le bureau de Rodrigo sans attendre la permission. Ses trois associés le suivirent, le visage tout aussi grave. Rodrigo parut d'abord perplexe, puis irrité, puis inquiet. Il jeta un coup d'œil à Diego qui enfilait sa veste près de la porte. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» demanda Rodrigo. Diego le regarda avec ce même calme inquiétant. « Je leur ai dit la vérité. » « La vérité sur quoi ? À propos de ce que vous essayez vraiment de faire avec ce contrat. » Le visage de Rodrigo pâlit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Si, vous le savez. » dit Diego d'une voix calme. Page 47, article 18, paragraphe 3. La clause de transfert de responsabilité, dissimulée dans des caractères chinois classiques que vos traducteurs de Harvard n'ont pas remarqué. Celle qui aurait transféré toutes les infractions réglementaires de Wang Industries directement dans les comptes de votre entreprise dès la signature de M. Liu. Rodrigo devint livide. Vous étiez tellement occupé à jouer les malins, à escroquer les investisseurs chinois, que vous avez oublié que certaines personnes lisaient réellement le contrat en entier, poursuivit Diego. J'ai passé 5 ans à apprendre à repérer précisément ce genre de fraude, car c'est la fraude qui m'a conduit en prison, pour avoir été trop naïf et incapable de la voir venir. La voix de Rodrigo se brisa. Vous ne pouvez pas prouver. Je n'ai rien à prouver, l'interrompit Diego. L'équipe juridique de M. Liu est dans votre bureau en ce moment même, et je suppose qu'ils ne comptent pas signer votre contrat. Ils envisagent probablement de vous dénoncer à la Securities and Exchange Commission. Derrière Rodrigo, les cadres étaient plongés dans un silence complet. James Morrison semblait sur le point de vomir. « C'était censé être mon coup de maître », murmura Rodrigo, presque pour lui-même. L'accord avec Wang aurait couvert toutes les pertes du dernier trimestre. Sans lui, le conseil d'administration va... Il s'arrêta, réalisant qu'il parlait à voix haute. Ses mains tremblaient. Diego prit son dossier et se dirigea vers l'ascenseur. Au moment où il appuya sur le bouton, il entendit le téléphone de Rodrigo sonner, puis celui de James. Puis tous les téléphones du bureau semblèrent vibrer en même temps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Diego entra. Avant que les portes ne se referment, il vit Rodrigo tituber vers son bureau où M. Liu l'attendait. Sa démarche assurée d'1 heure auparavant remplacée par la démarche incertaine d'un homme qui venait de comprendre qu'il s'était autodétruit. Ce que Rodrigo ne comprenait toujours pas, c'est que la véritable éducation de Diego ne venait ni des livres de commerce, ni des cours de langue. Elle lui était venue de 5 années passées en prison, à analyser chaque détail de la fraude qui avait détruit sa vie, à l'étudier sous tous les angles jusqu'à pouvoir repérer des stratagèmes similaires à des kilomètres à la ronde. Les mêmes stratagèmes que des hommes puissants comme Rodrigo utilisaient quotidiennement, persuadés que personne ne serait assez intelligent ou assez courageux pour les dénoncer. Diego sortit du cabinet Mendes & Associates et se retrouva dans l'après-midi chicagoan, le poids de ses 5 années s'allégeant légèrement de ses épaules. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Monsieur Silva ?» La voix était calme et posée. « Ici, Michael Chen, avocat d'affaires chez Liu & Partners. Monsieur Liu Wei souhaiterait vous rencontrer demain matin. À 9 heures, au Four Seasons, suite 1804. » Diego s'arrêta net. « Je ne sais pas trop quoi dire. »« Monsieur Liu a été très précis, » l'interrompit doucement Michael. « Il a dit que vous lui aviez montré quelque chose qui avait échappé à son équipe juridique. Il souhaite discuter d'une proposition commerciale. » L'appel s'est terminé avant que Diego ne puisse répondre. Ce soir-là, Diego était assis dans son petit studio, dans un immeuble qui empestait la vieille Grèce et les promesses non tenues. Son mobilier se composait d'un matelas posé à même le sol, d'une table pliante et d'un ordinateur portable qu'il avait acheté dans une boutique de prêt sur gage avec son dernier chèque de chômage. Sur l'écran brillait le site web d'actualités économiques locales. Dernière minute, Mendes & Associates sous enquête de la SEC pour fraude dans des négociations contractuelles internationales. L'article était bref mais accablant. Un tuyau anonyme avait conduit les enquêteurs à examiner l'accord avec Wang Industries.
Des agents fédéraux avaient saisi des documents dans le bureau de Rodrigo cet après-midi-là. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Rodrigo Mendes était suspendu le temps de l'enquête. Diego ferma l'ordinateur portable. Il ne ressentit rien, ni satisfaction, ni justification. Juste le vide d'une justice qui arrive trop tard pour réparer ce qui est brisé. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il reconnut le numéro. Sarah, son ex-fiancée, celle qui l'avait quitté le lendemain de sa condamnation, celle qui avait témoigné lors de son procès, expliquant à quel point elle s'était sentie trompée par sa nature criminelle. Il laissa le message sur sa messagerie, puis, malgré lui, il l'écouta. « Diego, c'est Sarah. J'ai vu les infos sur Mendes & Associés. J'ai aussi entendu dire que tu y étais aujourd'hui. Je voulais te dire... » Un long silence. « Je suis désolé, pour tout, de ne pas t'avoir cru, de t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi. J'ai eu tort. » Un autre silence. « Si tu veux parler, je suis là. » Diego effaça le message. Certaines excuses sont le fruit de la culpabilité, pas d'une évolution personnelle. Il avait appris cette leçon en prison. Le lendemain matin, la suite 1804 du Four Seasons était tout le contraire de l'appartement de Diego. Spacieuse, élégante, baignée de lumière matinale. Monsieur Liu était assis à un bureau en acajou, Michael Chen à ses côtés. Un troisième homme se tenait près de la fenêtre, un homme que Diego n'avait jamais vu auparavant. « Monsieur Silva », commença Monsieur Liu en anglais en désignant une chaise. « Hier, vous avez sauvé mon entreprise d'une fraude qui nous aurait coûté 50 millions de dollars et aurait ruiné notre réputation sur le marché américain. Mon équipe juridique a analysé le contrat après votre départ. Vous aviez raison sur tous les points. » Diego s'assit prudemment. « J'ai juste lu ce qui était écrit. »« Non, » dit Monsieur Liu fermement. « Vous avez compris. Mes avocats, diplômés d'Harvard, ont lu ces mêmes pages pendant 2 semaines sans rien y voir. Vous avez compris en 6 minutes. » Il marqua une pause. « Où avez-vous appris à analyser des contrats comme celui-ci ?»« En prison fédérale, » répondit Diego honnêtement. « J'ai eu tout le temps de corriger ce qui m'avait échappé la première fois. » L'homme près de la fenêtre se retourna. Il était plus âgé, distingué, avec des cheveux argentés et un regard perçant. « Je m'appelle David Park, » dit-il. « Je suis directeur juridique de Liu & Partners, division internationale. »« Monsieur, Liu m'a demandé de venir spécialement de New York pour vous rencontrer. »« Pourquoi ?» Diego demanda. David s'approcha. « Parce que nous avons un problème. Nous nous développons sur 6 nouveaux marchés en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Nous avons embauché les meilleurs négociateurs que l'on puisse trouver. Mais après hier, M. Liu a réalisé quelque chose d'important. Nous n'avons personne dans notre équipe qui pense comme vous. »« Comme un criminel, vous voulez dire ?» dit Diego d'un ton sec. « Comme quelqu'un qui a déjà été victime d'une fraude, » corrigea David. « Quelqu'un qui peut déceler la tromperie parce qu'il en a subi les conséquences. Quelqu'un qui lit chaque mot d'un contrat comme si sa vie en dépendait parce qu'à un moment donné, c'était le cas. » Monsieur Liu se pencha en avant. « Monsieur Silva, je souhaite vous proposer un poste, analyste principal de contrat chez Liu & Partners. Salaire, 180 000 $ par an. Avantages sociaux complets, prime à la signature de 50 000 $. Votre mission consisterait à examiner chaque contrat important que nous négocions et à déceler les erreurs de nos avocats. » Diego les fixa, certain qu'il s'agissait d'un piège. « Vous voulez embaucher un ancien détenu ? Je veux embaucher l'homme qui a sauvé mon entreprise hier, » répondit M. Liu. « Votre passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont vos compétences. »« Rodrigo Mendes m'a aussi fait une offre hier, » dit lentement Diego. « C'était un piège destiné à m'humilier. »« Je ne suis pas Rodrigo Mendes, » dit M. Liu, et sa voix trahissait une certitude absolue. « Dans mon pays, on dit « Jen Jin Bupa Wolian ». L'or véritable ne craint pas le feu. Vous avez été mis à l'épreuve par le feu, Monsieur Silva. Cela vous donne de la valeur. Vous ne valez pas rien. » Michael Chen fit glisser un contrat sur la table. « Voici votre contrat de travail. Prenez le temps de le lire. Nous pouvons attendre. » Diego prit le contrat, ses mains plus assurées qu'elles ne l'avaient été depuis des années.
En lisant les pages, il repensa à son premier jour en prison. Son compagnon de cellule, Chen, l'immigré qui lui avait appris le mandarin, lui avait dit quelque chose de similaire. « Ce n'est pas la prison qui te définit, mais la façon dont tu en sors. » Il était à la page 12 quand son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Tu as détruit ma vie, espèce de criminel. Je ferai en sorte que personne dans cette ville ne t'embauche plus jamais. Tu pourriras dans la rue, là où est ta place. » RM, Rodrigo. Toujours aussi déterminé, toujours persuadé que son pouvoir avait un sens. Diego montra le SMS à M. Liu. « Voilà à qui j'ai affaire. Rodrigo Mendes a des relations. Si j'accepte ce travail, il causera des problèmes à votre entreprise. » M. Liu lut le message et sourit froidement. « Qu'il essaie. Hier, M. Mendes a tenté d'escroquer ma société. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une enquête fédérale. Demain, il devra expliquer au procureur pourquoi 17 autres contrats contenant des clauses cachées similaires se trouvent dans ses dossiers. » Il leva les yeux vers Diego. « Vous n'êtes pas le seul à lire attentivement, Monsieur Silva. Après votre départ, j'ai demandé à mon équipe d'examiner tous les documents. Ce que nous avons découvert est bien pire qu'une simple mauvaise affaire. » David ajouta, « Rodrigo Mendes est fini. La SEC a gelé ses avoirs. Son conseil d'administration a voté à l'unanimité sa révocation. D'ici la fin de la semaine, Mendes & Associates déposera probablement le bilan. » Diego sentit quelque chose changer en lui. Non pas la vengeance. Il s'était débarrassé de ce poison depuis longtemps. Mais la justice. La vraie justice, celle qui naît de la vérité révélée plutôt que de l'étouffer. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit Diego d'une voix douce. « Il y a 5 ans, j'ai été emprisonné pour une fraude que je n'avais pas commise. J'ai signé des documents auxquels je n'aurais pas dû me fier. J'ai cru quelqu'un qui mentait. J'étais naïf. » Il marqua une pause. « Mais j'ai payé cette naïveté de 5 ans de ma vie. J'ai appris à décrypter les gens, à déceler la tromperie, à ne plus jamais me fier aux apparences. C'est cette véritable compétence que vous recherchez. » Monsieur Liu acquiesça lentement. « Et c'est précisément pour cela que je vous propose ce poste. N'importe qui peut apprendre le droit des contrats. Rares sont ceux qui acquièrent la sagesse. La sagesse ne s'acquiert que par la souffrance. » Diego prit le stylo. Sa main hésita au-dessus de la ligne de signature. 5 ans plus tôt, la signature d'un contrat erroné avait ruiné sa vie. Aujourd'hui, signer celui-ci pourrait la reconstruire. La symétrie ne lui échappait pas. « Avant de signer, dit Diego, j'ai besoin de savoir une chose. Si vous découvrez que j'ai raison et que ce contrat est frauduleux, que ferez-vous ? » « Nous nous retirerons, » répondit simplement M. Liu. « Seul le profit honnête compte. C'est ainsi que ma famille a toujours fait des affaires depuis 3 générations. » Diego signa. Diego Silva, la même signature qui l'avait jadis condamné, le libérait désormais. Alors qu'il se levait pour serrer la main, son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Rodrigo. « Ce n'est pas fini. Je te détruirai, toi et tous ceux qui t'aideront. » Mais pour la première fois en 5 ans, face à la menace d'un homme puissant, Diego ne ressentit que de la pitié. Car Rodrigo n'avait toujours pas compris la leçon la plus importante que Diego avait apprise en prison. Quand on a tout perdu, il ne reste plus rien à menacer. Et quand on s'est reconstruit à partir de rien, on a tout à gagner. Ce que Rodrigo ne voyait pas, ce que son privilège lui avait aveuglé, c'est que le véritable rapport de force dans cette pièce avait complètement basculé. L'ancien détenu qu'il avait raillé tenait désormais son avenir entre ses mains, ainsi que des preuves de fraude qui prendraient des années à démêler devant les tribunaux. Et le puissant PDG qui avait passé la matinée à proférer des menaces allait bientôt découvrir ce que signifiaient les vraies conséquences. Celles qui ne viennent pas des murs d'une prison, mais de voir s'effondrer tout ce qu'on a bâti, parce qu'on a été trop arrogant pour respecter les règles qu'on croyait réservées à ceux qui nous étaient inférieurs. 3 semaines après la signature de Diego avec Liu & Partners, le tribunal fédéral du centre-ville de Chicago était bondé de journalistes, d'avocats et de curieux. La SEC avait agi rapidement.
Rodrigo Mendes était assis à la barre de la défense. Son costume de marque, autrefois impeccable, n'était plus repassé. Son assurance avait laissé place à une expression proche de la panique. Diego, lui, était assis dans la salle d'audience, non pas comme accusé cette fois, mais comme témoin à charge. Il ne manquait pas de remarquer la symbolique de se trouver dans le même tribunal où il avait été condamné 5 ans plus tôt. Même sol en marbre, même éclairage fluorescent agressif. Une autre facette de la justice. La procureure, Jennifer Walsh, substitut du procureur fédéral, se présenta devant le juge, une tablette à la main. « Monsieur le juge, nous avons des preuves d'une fraude systématique s'étalant sur 7 ans. Monsieur Mendes a délibérément inséré des clauses cachées dans des contrats internationaux afin de transférer la responsabilité à ses clients à leur insu. Nous disposons de 17 cas documentés. L'avocat de Rodrigo, un avocat new-yorkais hors de prix nommé Sterling, se leva d'un bond. « Objection. Les contrats de mon client ont été examinés par plusieurs équipes juridiques. Toute omission était due à des erreurs matérielles involontaires et non à une fraude. » « Alors peut-être que M. Sterling peut nous l'expliquer, » dit Jennifer en tapotant sa tablette. Sur l'écran du tribunal apparut un courriel de Rodrigo à son avocat principal, daté de 2 ans auparavant. « Assurez-vous que la clause de transfert de responsabilité à l'article 18 reste en caractère chinois classique. » Le traducteur que nous avons engagé affirme que 90% des relecteurs de contrats américains ne la remarqueront pas. Nos clients signent, nous percevons les honoraires et en cas de problème réglementaire, c'est eux qui en pâtissent, pas nous. La salle d'audience explosa de rire. La juge Matthews frappa du marteau. Le visage de Rodrigo devint livide. Sterling s'assit lourdement, réalisant que son client venait de devenir indéfendable. « Où avez-vous trouvé ce courriel ?» siffla Rodrigo à son avocate, assez fort pour que les journalistes présents l'entendent. Jennifer poursuivit d'une voix calme. « Nous avons obtenu les serveurs de la société de M. Mendes, grâce à un mandat fédéral. Mais l'information initiale venait de quelqu'un qui avait reconnu le schéma de fraude. Quelqu'un qui avait passé 5 ans à étudier la fraude contractuelle de l'intérieur. » Elle se tourna légèrement. Monsieur Diego Silva, que Monsieur Mendes a publiquement humilié lors d'un entretien d'embauche, alors que Monsieur Silva était la seule personne présente dans la pièce, capable de déceler les véritables intentions de Mendes. Tous les regards dans la salle d'audience se tournèrent vers Diego. Il garda une expression neutre, mais intérieurement, une blessure vieille de 5 ans semblait enfin pouvoir guérir. Les preuves continuaient d'affluer. Des captures d'écran de SMS où Rodrigo se vantait d'escroquer des investisseurs étrangers stupides, incapables de lire le chinois juridique. Des relevés bancaires faisant état de 4,2 millions de dollars de profits personnels provenant d'opérations qui ont par la suite ruiné ses clients. Le témoignage de James Morrison, le directeur financier, qui avait bénéficié de l'immunité en échange de ses aveux. James semblait anéanti à la barre. « Je savais que quelque chose clochait », avait-il déclaré d'une voix basse. Mais Rodrigo a dit que c'était juste une pratique commerciale agressive. Il a dit que si je le questionnais, je serais licencié et mis sur liste noire. Alors je me suis tu. Il avait jeté un coup d'œil à Diego dans la galerie. Quand j'ai vu comment il a traité ce jeune homme lors de l'entretien, comment il s'est moqué de quelqu'un qui essayait de se reconstruire, j'ai compris que j'avais laissé faire un monstre. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la CC. À la pause déjeuner, l'empire de Rodrigo était en ruine. Sa société avait déposé le bilan le matin même. Sa femme avait demandé le divorce la semaine précédente. Il avait été radié du country club. Les membres du conseil d'administration qui riaient autrefois de ses blagues refusaient désormais de répondre à ses appels. Diego sortit du palais de justice pour prendre l'air. Les journalistes l'assaillirent aussitôt. « Monsieur Silva, quel effet cela vous fait-il de faire tomber l'homme qui vous a humilié? Avez-vous planifié cela par vengeance? Que diriez-vous à Rodrigo Mendes maintenant ?» Diego leva la main pour demander le silence. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était calme. « Je n'ai fait tomber personne. Monsieur Mendes s'est fait avoir lui-même.
J'ai simplement lu attentivement un contrat, chose que tout le monde devrait faire. Si cela a révélé une fraude, c'est qu'elle existait déjà. Je ne l'ai pas créée, mais il s'est moqué de vous publiquement, il vous a traité de criminel. Il avait raison, l'interrompit Diego. Je suis un ancien détenu. J'ai purgé 5 ans de prison pour fraude, mais j'ai purgé ma peine et j'en ai tiré des leçons. La différence entre M. Mendes et moi, c'est que j'ai payé pour mes erreurs. Lui, il pensait que son argent et son pouvoir le dispensaient de tout. Un journaliste insista. Il y a des rumeurs selon lesquelles M. Mendes aurait tenté de corrompre des enquêteurs fédéraux. Pouvez-vous confirmer? Diego garda le silence. Il n'avait rien à confirmer. La vérité éclaterait lors du prononcé de la sentence. La vérité éclata 2 mois plus tard. Rodrigo Mendes fut condamné à 12 ans de prison fédérale, soit plus du double de la peine purgée par Diego. Les paroles du juge furent dures. Vous avez abusé de votre position de confiance, escroqué des clients internationaux vulnérables et n'avez manifesté aucun remords. Au lieu de vous confesser, vous avez menacé des témoins et tenté d'entraver le cours de la justice. Ce tribunal n'a aucune sympathie pour ceux qui pensent que leur richesse les place au-dessus des lois. Diego observa depuis la galerie les agents fédéraux emmener Rodrigo menotté. Leurs regards se croisèrent un instant. Plus aucune arrogance, plus aucun mépris, juste la douloureuse prise de conscience d'un homme qui, enfin, subissait les conséquences de ses actes, conséquences auxquelles il ne pouvait échapper par l'argent. À l'extérieur du tribunal, M. Liu attendait avec Michael Chen. « Justice est faite, » dit simplement M. Liu. « Justice est faite, » acquiesça Diego. « J'ai quelque chose pour vous, » dit M. Liu en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 200 000 $. La somme que M. Mendes vous a promise en prime. Je crois qu'il faut tenir ses promesses, même celles que d'autres ne respectent pas. Diego fixa le chèque, abasourdi. « Monsieur Liu, vous m'avez déjà versé une prime à la signature. C'est différent, » l'interrompit doucement M. Liu. « C'est pour nous avoir appris, à mon équipe et à moi, une leçon importante. Nous étions sur le point de signer ce contrat. Vous nous avez sauvés non seulement de l'argent, mais aussi de notre réputation. Dans les affaires, la réputation est primordiale. » Il marqua une pause. « Dans la vie aussi. » Ce soir-là, Diego rentra chez lui, même si ce n'était plus le même studio. Son salaire chez Liu & Partners lui avait permis de déménager dans un véritable appartement d'une chambre meublée. Il s'assit à son bureau, le même ordinateur portable du prêteur sur gage ouvert devant lui, mais l'écran affichait maintenant quelque chose de différent. Un courriel du programme fédéral d'éducation pénitentiaire. « Monsieur Silva, nous avons reçu votre candidature pour enseigner l'éthique des affaires et le droit des contrats aux détenus en préparation de leur libération. Nous serions honorés de vous compter parmi nos professeurs bénévoles. » Diego tapa sa réponse d'une main ferme. « J'accepte. » Quand puis-je commencer? Car la leçon finale de ces 5 années derrière les barreaux n'était pas une question de vengeance ou de revanche. C'était plus simple. La meilleure façon de guérir d'une injustice n'est pas de l'infliger à autrui, c'est d'empêcher les autres de vivre ce que l'on a enduré. Rodrigo avait tenté de le briser. Au lieu de cela, il l'avait forgé, le rendant plus fort, capable de repérer les prédateurs pour avoir lui-même été une proie, capable d'apprendre aux autres à éviter ses erreurs. L'ironie de la situation n'échappait pas à Diego. Tandis que Rodrigo commençait sa peine de 12 ans dans la même prison fédérale où il avait purgé la sienne, Diego y retournerait chaque semaine comme professeur. Ils pourraient même se croiser dans les couloirs. Mais Diego ne jurait pas. Il se contenterait d'un signe de tête comme on salue un autre être humain et continuerait d'enseigner à ses élèves la frontière ténue entre le commerce agressif et la fraude, l'importance de lire chaque mot, comment une simple signature peut tout changer. 18 mois après le début de la peine fédérale de Rodrigo Mendes, Diego Silva se tenait dans le même parloir où, jadis, il avait été assis face à son avocat commis d'office, écoutant les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas gagner son procès. Cette fois, il portait un badge de visiteur et une mallette remplie de matériel pédagogique.
Son cours de droit des contrats comptait 15 étudiants, des hommes à 6 mois à 2 ans de leur libération, tous tentant de reconstruire des compétences que le monde leur avait dit être devenues inutiles. Diego reconnut le regard dans leurs yeux. C'était le même qu'il avait vu dans son propre reflet pendant 5 ans. Aujourd'hui, nous étudions l'affaire Wang Industries, annonça Diego en projetant un contrat sur l'écran. Une véritable fraude, de véritables conséquences. Le PDG qui a conçu ce stratagème purge actuellement une peine de 12 ans dans cet établissement. Une main se leva. Marcus, un ancien comptable de 28 ans. « C'est vrai que c'est vous qui l'avez démasqué? C'est moi qui ai lu le contrat, » corrigea Diego. Il s'est piégé lui-même par arrogance, en pensant que personne ne s'en apercevrait. Après le cours, Diego traversa la cour de la prison pour rejoindre sa voiture. Le gardien au point de contrôle lui fit signe de passer d'un hochement de tête respectueux, un contraste saisissant avec le traitement froid qu'il avait subi en tant que détenu. En arrivant au parking, il aperçut une silhouette en tenue orange de prisonnier de l'autre côté de la clôture, en train de vider des poubelles dans le cadre de ses travaux d'intérêt général. Rodrigo Mendes. Leurs regards se croisèrent par-dessus le grillage. Le visage de Rodrigo avait vieilli de 10 ans en 18 mois. L'homme d'affaires brillant avait disparu, remplacé par une silhouette diminuée et usée. Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. Que pouvait-il dire? Quelles excuses pouvaient encore avoir un sens? Diego ne se réjouit pas, ne se moqua pas. Il hocha simplement la tête une fois, comme on salue un autre être humain, et regagna sa voiture. Ce soir-là, Diego était assis dans son bureau au siège de Liu & Partners à Chicago. Son titre avait été mis à jour 6 mois plus tôt, vice-président senior de la conformité des contrats internationaux. Son équipe était composée de 12 analystes, tous chargés d'examiner les transactions de grandes entreprises sur 3 continents. Rien que le trimestre dernier, ils avaient empêché la signature de 4 contrats frauduleux, permettant ainsi à leurs clients d'économiser plus de 300 millions de dollars. Son téléphone vibra. Un message de M. Liu. Réunion du conseil d'administration demain. Annonce importante. Soyez prêts. Le lendemain matin, Diego entra dans la salle de réunion de la direction et y trouva non seulement les dirigeants de Liu & Partners, mais aussi des représentants de 6 autres entreprises. « Monsieur » Liu se tenait en bout de table. « Messieurs et mesdames » commença M. Liu, « je tiens à vous présenter Diego Silva, qui a révolutionné notre approche de la sécurité contractuelle. En 18 mois, sa division est devenue l'atout le plus précieux de notre entreprise, non pas pour les contrats que nous avons conclus, mais pour les catastrophes que nous avons évitées. » Il marqua une pause. « C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que Liu & Partners crée une nouvelle entité, Silva Contract Security Solutions, à partir de la division de M. Silva. M. Silva en sera le fondateur et le PDG. Nous serons son premier client et investisseur majeur. » Le cœur de Diego s'arrêta. « Monsieur Liu, Si, l'interrompit fermement M. Liu. Tu l'as mérité. Tu as prouvé que la sagesse et l'intégrité comptent plus que le pédigré ou les privilèges. Ton entreprise se spécialisera dans la prévention de la fraude. Qui de mieux placé pour mener à bien cette mission que quelqu'un qui a connu les 2 côtés de la médaille? La salle applaudit. De vrais applaudissements. Pas les moqueries d'il y a 18 mois chez Mendes & Associates. Ce week-end-là, Diego reçut une visite inattendue dans son nouvel appartement du centre-ville. Un spacieux 2 pièces avec vue sur le lac Michigan, qui lui paraissait encore irréel. Le portier annonça « Madame Sarah Henderson est là pour vous voir. » Sarah, son ex-fiancée, celle qu'il avait quittée au plus bas. Il la laissa monter, plus par curiosité qu'autre chose. Elle n'avait pas changé, blonde, élégante, brillante. Mais quelque chose avait changé dans son regard. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Sarah debout, un peu gauche dans son salon. « J'ai vu l'article de Forbes sur ta nouvelle entreprise. Je voulais te féliciter et je voulais m'excuser sincèrement cette fois, pas juste par message vocal. »« D'accord, » répondit simplement Diego. « J'ai été cruel, » poursuivit Sarah. « Quand tu avais besoin de soutien, je t'ai abandonné.
J'ai cru tout ce que les autres disaient de toi au lieu de croire en toi. J'ai été faible et égoïste et je le regrette chaque jour depuis. Diego la regarda longuement. Une partie de lui, celle qu'il avait aimée autrefois, voulait se sentir vengé. Mais surtout, il se sentait épuisé. « J'apprécie tes paroles, dit-il prudemment, mais je ne pense pas qu'on puisse reconstruire quoi que ce soit. Nous sommes différents maintenant. Je ne suis plus celui que j'étais, et honnêtement, je m'en réjouis. Ce qui m'est arrivé, y compris ton départ, m'a rendu plus fort. » Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, je le vois. Tu es meilleur qu'avant, meilleur que je ne l'ai jamais été. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Enfin, ma fierté n'a plus vraiment d'importance. » Après son départ, Diego resta à sa fenêtre, contemplant le coucher de soleil qui teintait le lac Michigan de nuances dorées et pourpres. Son téléphone affichait 17 messages non lus, des investisseurs intéressés par sa nouvelle entreprise, des journalistes souhaitant l'interviewer, d'anciens détenus de sa promotion lui demandant conseil pour postuler à des emplois. Un message attira son attention. De James Morrison, l'ancien directeur financier de Rodrigo. « Diego, je commence mes travaux d'intérêt général la semaine prochaine. 500 heures pour ma participation à la fraude. Mais j'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans des programmes de réinsertion pour aider les anciens détenus à trouver du travail. Je sais que ça ne compense pas ma lâcheté. Mais j'ai appris quelque chose en t'observant. Mieux vaut faire ce qui est juste, même tard, que de ne jamais le faire. Merci pour cette leçon. » Diego sourit et répondit « On fait tous des erreurs, James. L'important, c'est ce qu'on fait après. » 6 mois plus tard, Silva Contract Security Solutions occupait tout un étage de bureau dans le centre de Chicago. Diego avait embauché 30 personnes, dont 5 anciens détenus qu'il avait suivis en prison. L'un d'eux, Marcus, était devenu son responsable de la détection des fraudes. Il s'avérait qu'un ancien comptable, condamné pour détournement de fonds, était un expert en la matière. La réputation de l'entreprise grandit rapidement. Les entreprises du Fortune 500 les sollicitaient précisément parce que l'équipe de Diego détectait des choses que les avocats traditionnels laissaient passer. Ils avaient empêché la fraude dans plus de 2 milliards de dollars dès leur première année. Pour le premier anniversaire de la création de l'entreprise, Diego retourna à la prison fédérale pour son cours hebdomadaire. Le gardien au point de contrôle lui tendit une enveloppe. « Le détenu 8PAN462 m'a demandé de vous donner ceci. Il a dit que vous sauriez de qui il s'agit. » Le numéro matricule de Rodrigo. Diego ouvrit l'enveloppe dans sa voiture. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier à en-tête de la prison. « Monsieur Silva, je doute que ce que j'ai à dire vous intéresse, et je vous comprends. Mais je suis un cours d'éthique des affaires ici, obligatoire pour tous les détenus de l'unité des crimes financiers. La professeure a évoqué votre cas. Comment vous avez purgé une peine pour une fraude que vous n'aviez pas commise parce que vous aviez fait confiance à la mauvaise personne. Puis elle a évoqué mon cas. Comment j'ai commis une fraude parce que je me croyais plus intelligent que tout le monde. Le contraste ne m'a pas échappé. Vous êtes allé en prison et vous en êtes ressorti grandi. Moi, je vais en prison et je réalise que je n'ai jamais été bon. Je n'attends pas votre pardon. Je voulais simplement que vous sachiez que ce que vous faites, enseignez aux gens ici, dirigez votre entreprise avec une véritable intégrité, a de l'importance. Cela montre que la rédemption est possible, même quand on pense ne pas la mériter. Peut-être surtout dans ces cas-là. Rodrigo Mendes. Diego plia soigneusement la lettre et la rangea dans sa mallette. Il ne répondrait pas. Rodrigo n'avait besoin ni de son pardon, ni de sa reconnaissance. Il devait trouver ces choses par lui-même, comme Diego l'avait fait. Ce soir-là, Diego se tenait devant le miroir de son appartement, ajustant sa cravate en vue d'une conférence à la faculté de commerce de l'université Northwestern. L'invitation précisait le sujet. Transformer l'adversité en opportunité. Une réussite grâce à une seconde chance. En se regardant dans le miroir, Diego reconnut à peine l'homme qui le fixait. Non pas qu'il ait changé d'apparence, même si le succès l'avait indéniablement transformé, mais parce que tout en lui s'était métamorphosé.
La colère qu'il avait jadis consumée avait disparu. L'amertume s'était évaporée. Il ne restait plus que le sens de sa vie, la lucidité et la certitude inébranlable que sa valeur n'avait jamais été définie par une condamnation, une peine ou les moqueries d'hommes puissants qui prenaient la cruauté pour de la force. La véritable vengeance, avait-il compris, n'était pas de détruire Rodrigo Mendes. Cet homme s'était détruit lui-même. La véritable vengeance consistait à bâtir quelque chose de significatif sur les cendres de l'injustice, à prouver que les secondes chances ne se résument pas au pardon. Elles sont synonymes de transformation. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques de personnes qui ont transformé leurs moments les plus sombres en leur plus grande victoire. Car parfois, la seule voie à suivre est de se reconstruire et de devenir quelqu'un que même vos ennemis seraient obligés de respecter. Diego Silva avait appris la plus dure leçon de la vie. La meilleure vengeance ne consiste pas à faire souffrir ses ennemis. Elle consiste à devenir si prospère, si intègre, si incontestablement précieux que leur jugement initial à votre égard devienne la plus grande erreur de leur vie. Rodrigo Mendes a tenté d'humilier un ancien détenu. Au lieu de cela, il a créé un concurrent qui incarnait tout ce que Rodrigo avait prétendu être, honnête, compétent et véritablement digne du pouvoir qu'il détenait. Et au final, c'est cette justice qui a compté le plus.